Merci, Monsieur Mignon, pour l'organisation de cette réunion et de ce temps d'échange avec une grande partie de nos patients, j'imagine, et d'autres patients dans le monde. Alors, vous nous aviez commandé de partager un petit peu sur le diagnostic et les manifestations de la choriorétinopathie de type Burchard. Vous voyez ici une image de notre centre à Cochin familier pour nos patients. Et il m'a semblé utile de revenir un petit peu sur les uvéites pour vous dire, vous le savez probablement pour beaucoup d'entre vous, que ça correspond à une inflammation intraoculaire, que dans leur ensemble, ça reste une maladie à la limite de la rareté, puisque la prévalence est de 115 pour 100 000 pour une incidence estimée de 52 pour 100 000, que quand même ça correspond à 10 à 20 des causes de cécité dans les pays industrialisés, et que nous avons l'habitude, nous ophtalmologistes, de classer ces inflammations en antérieures, intermédiaires et postérieures, et que c'est la localisation de l'inflammation qui nous permet de faire cette classification. Ces uvéites, elles sont aussi classées en infectieuses ou inflammatoires, et elles sont aussi classées en fonction de leur appartenance à une maladie systémique, à une maladie aussi qui touche d'autres organes du corps, ou à l'inverse, si elle est complètement isolée. Et là, vous allez comprendre que la maladie de Burchard, la choriorétinopathie de type Burchard qui nous intéresse aujourd'hui, est une maladie postérieure qui ne touche que l'œil. C'est quelque chose qui avait été vérifié aussi par nos équipes. Alors en proportion, vous voyez que quand on regarde la part de la maladie de Burchard sur l'ensemble des causes d'uvéite, ben c'est une toute petite partie du camembert. Ça correspond à environ 1% des causes d'uvéite dans leur ensemble. Et maintenant, si on ne considère que les causes d'uvéite postérieures, vous voyez que c'est un peu plus, 6 à 8% des causes d'uvéite postérieures. C'est une entité qui est relativement récente puisqu'elle a été décrite pour la première fois en 1980. Donc, ce n'est pas une maladie qu'on connaît depuis très longtemps. Il y a une légère prédominance féminine sur le plan démographique, sans qu'on sache vraiment pourquoi. Et l'âge de début de la maladie est relativement tardif, puisque en moyenne, les patients ont un diagnostic de maladie de Burchard à 53 ans. Alors pour nous, c'est une maladie modèle à plus d'un titre. D'abord parce que la présentation de la maladie est assez caractéristique avec ces taches qui ont donné le nom à la maladie. Avec ces taches qui décolorent le fond d'œil, qui prédominent ce qu'on appelle en nasal, c'est-à-dire une partie du nerf optique du côté du nez, pour faire simple. Et ces taches qui caractérisent la maladie, finalement, il n'y a pas beaucoup de diagnostics différentiels. On pourra répondre à des questions sur le sujet au besoin. Il y a plein de signes négatifs. Donc, c'est une uvéite, comme vous le savez, pour vous qui en êtes atteint, qui est non douloureuse. Il n'y a pas de signe d'inflammation majeure à l'intérieur de l'œil, ce qu'on appelle des synéchies, donc on ne voit jamais de remaniement du segment antérieur, il n'y a jamais de précipité rétrodesmétique, il n'y a pas d'inflammation majeure non plus au niveau du vitré. Ça reste une uvite qui est chronique, relativement modérée, et on a la chance pour cette maladie, ce n'est pas le cas pour de nombreuses autres maladies, d'avoir ce qu'on appelle des critères diagnostiques de la maladie. Ce qui fait qu'on se trompe peu quand on a fait le diagnostic. Le seul problème de cette maladie, c'est de poser le diagnostic. Parce qu'on le verra, les symptômes, finalement, sont assez banals et on peut passer à côté du diagnostic. Parce que ce n'est pas une maladie qui est très bruyante, en tout cas au début de la maladie. Les critères de cette classification ont été remis au goût du jour en 2021. C'est un article tout à fait récent dans lequel a participé le professeur Brézin et notre équipe, et qui ont confirmé tout l'intérêt de ces critères diagnostiques et qui ont montré en fait que si on applique ces critères diagnostiques, le risque d'erreur diagnostique est très très faible. Donc je ne vais pas m'apesantir sur chacun de ces critères qui est une affaire de spécialistes, mais plutôt insister sur le fait que finalement on se trompe peu quand on porte le diagnostic d'une maladie de Burchard, et je pense que c'est important pour vous. Alors, on fait très très rapidement ce qu'on appelle un typage HLA. Je ne vais pas m'apesantir parce que le professeur Cohen rentrera dans les détails de ce fameux antigène HLA 29. Pour faire bref, c'est une forme de carte d'identité qu'on a au niveau de toutes nos cellules du corps humain. On l'appelle de classe 1 parce que justement, il est très largement distribué sur toutes les cellules. Et ce A29, il est assez courant dans la population générale, hein, c'est 7%. Donc vous voyez, et évidemment, c'est une très très faible minorité des porteurs de A29 qui vont développer la maladie de Burchard, alors qu'à l'inverse, tous les patients qui ont une maladie de Burchard sont porteurs de ce A29. Je ne vais pas plus loin, le professeur Cohen vous détaillera tout ça beaucoup plus en détail. Alors pour revenir sur les symptômes de cette maladie, notamment le début, une des principales caractéristiques, et ce qui peut être un piège diagnostique au départ, c'est que la fonction visuelle de ces patients, les plaintes,
des patients sont beaucoup plus importantes que ne le reflète l'acuité visuelle. Autrement dit, c'est des patients qui peuvent dire « mais je vois des mouches ». D'abord, souvent, ça commence comme ça. Je vois des mouches volantes devant les yeux. Et il faut savoir que ce symptôme de mouche volante, ce qu'on appelle les myodésopsies, dans notre jargon de spécialiste, sont un symptôme qui peut correspondre à un décollement postérieur du vitré. Donc, être quelque chose d'assez banal, finalement. Surtout à 53 ans. C'est en plus la concomitance où les gens vont avoir ce décollement postérieur du vitré. Mais il y a d'autres symptômes souvent associés, des difficultés pour voir la nuit, des difficultés pour s'adapter entre justement les phases d'obscurité et les phases de pleine lumière. Mais malheureusement, de temps en temps, ça ne suffit pas pour attirer l'attention du spécialiste et vous pouvez garder les patients une acuité visuelle conservée pendant très longtemps, malgré tous ces symptômes qui parfois ne suffisent pas pour attirer l'attention. Donc, vous voyez que dans cette étude qui concerne les patients suivis à Cochin, en tout cas sur la cohorte initiale qui concernait 80 patients, je vous rappelle qu'en ce moment, on suit maintenant plus de 400 patients à l'ophtalmopôle, eh bien, une majorité des patients se plaignaient de ces fameux myodésopsies, de ces fameuses mouches dans la vision, d'une vision floue pour un patient sur deux, de difficultés en vision nocturne pour un patient sur deux aussi, de troubles de la vision des contrastes pour près de 40% des patients, et dans un tiers des cas, des difficultés dans la vision des couleurs. Voilà pourquoi on vous pose systématiquement ces questions au niveau de ces symptômes, parce que finalement, ils sont très largement représentés chez les patients qui souffrent de maladie de Burchett. Alors, un mot sur les tâches qui caractérisent la maladie. Vous nous voyez parfois un petit peu circonspect sur le nombre de vos tâches. Sachez qu'on les compte, on fait attention à leur évolution, on regarde, mais ce dont on s'est aperçu, c'est que ces tâches de la maladie, elles sont très importantes pour le diagnostic, mais elles sont un mauvais marqueur de l'évolution de la maladie. Autrement dit, il y a des patients qui ont plein de tâches au niveau du fond d'œil qui ne vont pas trop mal, et puis des patients qui n'ont pas beaucoup de tâches, en tout cas visibles, et qui peuvent aller, eux, très très mal. Donc, on s'en sert surtout pour le diagnostic, mais finalement, ça ne va pas être quelque chose de très important ensuite pour scorer la gravité de la maladie. Parce que souvent, vous nous demandez, est-ce que mes tâches ont disparu? Est-ce que j'ai beaucoup de tâches, docteur? Mais finalement, on ne s'en sert pas beaucoup. C'est encore une fois quelque chose de très varié, très hétérogène, comme vous pouvez le voir ici sur ces différentes photos du fond d'œil. Alors, à des stades un peu plus avancés, on distingue plusieurs phases de la maladie. Une phase qui est plutôt inflammatoire quand on rentre dans la maladie, entre 50, vers 50 jusqu'à 60, 65 ans. Puis une maladie qui a tendance à s'éteindre, et là, on va se battre contre l'atrophie. Et l'atrophie, c'est cette dépigmentation progressive du fond d'œil, ces taches qui deviennent plus profondes, plus marquées, comme vous le voyez ici. Et puis les vaisseaux de la rétine qui commencent à se rétrécir, et ce nerf optique qui devient un petit peu pâle ici. Donc toute cette transformation, finalement, et souvent, elles sont la conséquence des phénomènes inflammatoires. Donc il est très important, et là le professeur Brézin y reviendra, de se battre le plus possible contre la période inflammatoire de la maladie, pour éviter d'avoir ces états séquelaires finalement où on a peu de traitement. On est relativement démuni une fois qu'on arrive à ces stades où la rétine a été relativement détruite. Alors, sur la vision des couleurs, on la recherche systématiquement. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas tout à fait corrélée non plus à l'acuité visuelle. Donc, c'est un paramètre finalement supplémentaire. Quand vous allez chez l'ophtalmologiste et que vous n'avez pas de maladie aussi grave que le Burchett ou pas d'atteinte de la rétine, l'acuité visuelle peut suffire. Mais dans le cas d'une maladie de Burchett, on a besoin d'avoir plus d'éléments pour comprendre tout ce qui se passe au niveau de la rétine. Et la vision des couleurs en fait partie. Elle va explorer plus spécifiquement les cônes au niveau de la macula. Et ce qui est important à retenir, c'est que d'abord, les troubles concernent environ 60% des patients. C'est un tiers des symptômes, mais c'est 60% des patients qui ont des troubles de la vision des couleurs. Et encore une fois, il n'y a pas de corrélation avec l'acuité visuelle. Autrement dit, vous pouvez avoir une très bonne acuité visuelle et déjà des défauts de la vision des couleurs. De même, au niveau du champ visuel, c'est peut-être un examen encore plus important que la vision des couleurs. Elle va nous servir notamment pour vous traiter et suivre les effets du traitement. Donc cette fois, vous comprenez que l'acuité visuelle, la vision des couleurs, on a testé la vision centrale, principalement la macula. Et cette fois, on va tester tout ce qui est autour de la macula. Le champ visuel, ce qui vous sert à voir sur les côtés. Les déficits peuvent être extrêmement variés. Ils sont dits multifocaux. Ils ne sont pas systématisés. Il n'y a pas un déficit du champ visuel qui correspond à la maladie de Burchett. Donc ça, c'est aussi important à retenir. Mais ce qui est aussi important à retenir, c'est que ça va impacter votre qualité de vision au premier rang. Ce qui fait que vous perdez de la qualité de vie, eh bien, c'est l'atteinte du champ visuel.
Donc ça, c'est un élément qui est aussi important pour vous, pour votre qualité de vie, et pour nous, pour le suivi et déclencher un traitement. Ensuite, vous avez tous bénéficié d'un examen dit en OCT. L'examen en OCT, il est primordial pour nous parce qu'il va nous permettre de classer vos maculas grossièrement en 3 catégories. Des maculas qui peuvent être normales, et tant mieux. Une macula qui peut souffrir d'œdèmes maculaires, qui sont les conséquences de l'inflammation de la maladie de Burchott. Et ça, c'est quelque part une urgence relative thérapeutique. Il va falloir vous traiter très fort. Et puis, au stade suivant, souvent dans les conséquences d'œdèmes maculaires maltraités, on a la fameuse atrophie qui peut aussi toucher la macula et pour laquelle on est relativement démuni avec des baisses d'acuité visuelle qui sont malheureusement définitives et pour lesquelles on ne peut pas grand-chose. Il y a des formes, vous en avez peut-être entendu parler, dites pseudo-rétinite pigmentaire. Ça, c'est des atteintes du champ visuel qui peuvent être majeures. Comme vous le voyez ici, tous les points noirs sont des points mal vus par le patient, alors qu'il va conserver une acuité visuelle au centre relativement conservée. On appelle ça pseudo-rétinite pigmentaire parce que ça correspond exactement aux symptômes des gens qui souffrent de rétinite pigmentaire. Donc, c'est ce qu'on appelle des visions tunnellaires, c'est-à-dire comme si les gens regardaient à travers des tuyaux d'arrosage et ne voyaient plus rien sur le côté. Donc, ce patient avait une acuité visuelle relativement conservée au centre, 5 et 6 dixièmes, mais avait perdu toute son acuité, tout son champ visuel sur le côté, ce qui fait qu'il peut évidemment plus conduire, il se toque dans les portes, c'est quelque chose qui peut être très invalidant. Souvent, on demande un examen angiographique. L'examen angiographique, il va nous permettre de détecter l'inflammation au niveau de vos vaisseaux. Donc, il est très complémentaire de l'OCT. Lui, il sert à vérifier que vos vaisseaux sont étanches ou pas. Et lorsqu'il y a une inflammation de ces vaisseaux, ce qu'on appelle une vascularite, eh bien, la fluorescéine va fuir, comme vous pouvez le voir ici. On parle de vascularite. Ça aussi, c'est un facteur d'activité, d'inflammation de l'uvéite postérieure qui va nous inciter à traiter. Le professeur Brézin reviendra tout à l'heure là-dessus. Parfois, vous bénéficiez d'un examen en ICG. Ça, c'est très important pour le diagnostic. Je vous ai parlé des tâches caractéristiques de la maladie. Donc, l'ICG, il est fait au même temps que l'angiographie et la fluorescéine. Mais cette fois, son but, il est plutôt diagnostique à rechercher des tâches qu'on n'aurait pas vues à l'examen du fond d'œil ou avec la photo des couleurs. C'est des tâches qui sont plus profondes, qui explorent la choroïde, c'est-à-dire une couche qui est juste derrière la rétine. Et ça nous permet parfois de faire le diagnostic de maladie de Burchott quand on a des doutes sur l'existence de ces tâches qui, encore une fois, peuvent passer inaperçues au fond d'œil. Alors, on entend souvent dans les diagnostics, mais est-ce que ça peut toucher ma famille? C'est une question tout à fait légitime et angoissante pour les parents que vous êtes très souvent. Et la réponse est globalement non. Les atteintes familiales sont une rareté, une exception, même si on décrit quelques cas, et globalement, on a maintenant sur nos 400 patients suivis, une dizaine de cas familiaux seulement. Donc, ça peut arriver, mais c'est vraiment l'exception et c'est plutôt des cas parents-enfants.